Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à Nicolas, et merci beaucoup à l'équipe du Temps des Sciences et l'association Saint-Brieuc Prépa. Je suis très heureux d'être parmi vous pour cette conférence, pour cette première conférence de l'année. Comme Nicolas le disait, je suis enseignant-chercheur au département de mathématiques de l'École normale supérieure de Rennes. Donc, effectivement, dans le temps des questions, on pourra revenir sur des questions qui ont trait à mon métier. Ça me fera plaisir d'en parler. Voilà, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de fractal, d'ensemble fractal, de géométrie fractale, et puis de vous parler de la notion de dimension. Alors, j'aimerais commencer par vous dire un petit peu ce que c'est que d'être fractal. J'aurais aimé commencer par une définition propre de ce que c'est que d'être fractal. Et malheureusement, il faut commencer par un constat. Il n'y a pas de définition absolument claire de ce que c'est qu'être fractal. C'est une notion qui a été introduite dans les années 80 par Benoît Mandelbrot. Et il a décrit, disons, qualitativement ce que c'était que d'être fractal. Et il a proposé une définition très technique qu'il a fini par retirer en disant que cette définition privait de caractère fractal certains objets qu'on a quand même envie d'appeler fractals. Alors je vais me contenter de vous parler qualitativement de ce que c'est qu'être fractal. Alors, vous avez probablement déjà vu des représentations d'une géométrie fractale. Il y a un point commun à toutes ces géométries, c'est qu'on trouve des détails à toutes les échelles. C'est-à-dire que si vous regardez un objet qui a des propriétés fractales et que vous zoomez sur n'importe lequel de ces points, vous allez trouver, quel que soit le grossissement que vous allez choisir, des détails. Alors c'est assez vague, c'est exprès assez vague. Vous allez comprendre en voyant des exemples graphiques par la suite. Mais c'est ça qu'on cherche. C'est ce genre de choses qu'on cherche. Et vous avez peut-être entendu que ces géométries-là sont classiquement associées à des notions de dimension qui ne sont pas toujours entières. Alors c'est quelque chose d'assez étrange. Quand on pense à la notion de dimension, on pense à la dimension 1, à la dimension 2, à la dimension 3, voire si on fait des mathématiques, on pense à la dimension 4, la dimension 5. Mais en tout cas, la dimension est entière. Et pour bien décrire les ensembles qui ont des propriétés fractales, on va avoir envie de choisir des dimensions qui ne sont pas entières. Alors un de mes buts aujourd'hui, ça va être de vous expliquer pourquoi, comment est-ce qu'on définit ça proprement, et comment est-ce qu'on peut calculer la dimension non entière d'un ensemble fractal. Ça va être un de mes objectifs aujourd'hui. Alors, je vous ai dit qu'être fractal, c'est finalement, à chaque changement d'échelle, on trouve toujours des détails. Et tous les ensembles qui vérifient ça ont un point commun, c'est des propriétés qu'on appelle d'autosimilarité. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est, si vous zoomez sur un de ces objets, vous allez trouver une géométrie qui ressemble, au moins qui ressemble, à la géométrie de l'ensemble global. C'est ça, c'est le concept d'autosimilarité au sens, on va dire, large. Alors, aujourd'hui, je vais m'intéresser à des objets qui sont autosimilaires au sens strict. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est, si vous zoomez sur cet objet, en n'importe quel point, vous allez non pas trouver quelque chose qui ressemble à l'objet, mais quelque chose qui est exactement comme l'objet. Alors, qui a été contracté, qui a été réduit, mais qui est exactement comme l'objet. Une autre façon de dire les choses, c'est de dire qu'on est autosimilaire quand on est composé de plus petites versions de soi-même. C'est une définition un peu étrange, ça semble un peu vertigineux. On imagine qu'on est composé d'une plus petite version de soi-même, mais ça veut donc dire que cette plus petite version est elle-même composée d'encore plus petites versions, etc., à l'infini. Donc on imagine assez bien, quand on vérifie ça, on va vérifier quelque chose du type géométrie fractale. Si on a assez de détails, quand on va zoomer, on va trouver des détails à toutes les échelles. Alors, je vais vous donner un exemple tout de suite d'un de ces objets. Donc ce sont ce genre d'objets. Celui qu'on est en train de regarder, c'est un objet qui est composé de 6 plus petites versions de lui-même. On les voit assez bien, j'ai choisi de vous les représenter en couleur pour que vous les discerniez bien. On voit donc 5 pentagones qui ont... Alors celui-ci a été inversé, mais c'est quand même le même que l'ensemble global. Et vous voyez que cet ensemble-là est formé de 6 plus petites versions de lui-même. Mais si on regarde, on trouve des encore plus petites versions de lui-même, et encore plus petites, etc. Donc c'est ça, être autosimilaire. Alors, j'ai choisi de commencer par vous montrer cet exemple, parce qu'il se trouve que c'est historiquement le premier objet fractal qui a été dessiné. Et il a été dessiné à peu près en 1500. Vous voyez, ça date un petit peu. Alors, il n'a pas été dessiné aussi bien que ce que vous êtes en train de regarder, mais le procédé itératif pour le fabriquer a été mis au point en 1500 par quelqu'un qui s'appelait Dürer, et qui était à la base un dessinateur, géomètre. Voilà. Donc, ce sont ce genre d'objets que je vous propose de regarder par la suite. Et puis, on s'attachera à parler de la notion de dimension de ces objets-là. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est vous en définir quelques-uns. En introduction, vous en montrer le plus possible. Et puis, ce sera l'occasion de les construire, de proposer une première construction de quelques-uns de ces objets
sur laquelle on reviendra par la suite. Alors, je vais commencer par un de ces ensembles qui est un des plus célèbres, que vous avez peut-être et même probablement déjà rencontré, c'est le triangle de Sierpinski. Alors, ce n'est pas celui qu'on est en train de regarder, ça c'est la première étape vers sa construction. Alors, voilà comment je vais faire les choses. On va partir d'un triangle équilatéral qui est plein. Et puis, je vais tracer les milieux des 3 segments du triangle équilatéral. Ça me donne un nouveau triangle équilatéral, et celui-là, je vais l'enlever. On obtiendra donc T1, première étape de la construction. On remarque qu'en faisant ça, on a cette fois-ci 3 plus petits triangles équilatéraux. Eh bien, je vais recommencer cette construction sur chacun de ces triangles équilatéraux. Je vais dessiner les milieux des segments, et puis je vais enlever les triangles équilatéraux qui y correspondent. Je me retrouve avec 9 triangles équilatéraux. Et puis vous voyez où je veux en venir. Je vais continuer pour chacun de ces triangles équilatéraux. Je vais faire la même chose, et puis encore une fois, et puis encore une fois, etc. Pour obtenir le triangle de Sierpinski, il faudrait faire cette construction à l'infini. Évidemment, je n'ai pas l'intention de le faire aujourd'hui, mais ce que je vous propose ici, c'est une approximation assez fiable, assez, disons, correcte du triangle de Sierpinski. La raison, elle est simple, c'est que si j'avais continué, si j'étais allé plus loin, j'avais fait T7, T8, etc., eh bien, vous n'auriez pas vu la différence. On en est à un stade où le changement est tellement petit qu'on ne le voit plus. Mais pour être propre, et j'en reparlerai plus tard, il faudrait dire que le triangle de Sierpinski, c'est ce qu'on obtient à la limite de cette suite. Alors la limite en quel sens? J'en parlerai tout à l'heure. Donc c'est ça qu'on va appeler le triangle de Sierpinski. Et alors en le regardant, on voit bien que lui-même, comme la fractale de Dürer de tout à l'heure, il est composé de plus petites versions de lui-même. Ces plus petites versions, on les voit bien. Il y en a une ici et une ici. Donc le triangle de Sierpinski est formé de 3 plus petites versions de lui-même. On reviendra sur ce cas particulier dans la suite. Voilà, la limite, le triangle de Sierpinski, dont vous voyez une bonne approximation. Je vais vous en présenter un autre qu'on appelle la courbe de von Korr. Alors, quelquefois, on parle du flocon de von Korr, que je vous montrerai tout à l'heure, c'est très très proche. Et il est obtenu de la manière suivante. Donc là, je vais faire une suite. Je vais partir du segment, dont on peut dire que c'est le segment 0,1, si vous voulez. Et puis, pour obtenir K1, je vais enlever le tiers milieu. Donc là, c'est le tiers du segment que j'ai enlevé, et j'ai remplacé par un chapeau, qui est les 2 segments supérieurs d'un triangle équilatéral aussi. Donc là, on a finalement 4 segments de longueur 1/3 chacun. Donc ces 4 segments, je vais avoir envie de recommencer ce même procédé sur chacun d'entre eux. Donc faisons ça pour obtenir K2. Vous voyez que là, j'ai fait le même procédé sur ce segment-là, ainsi de suite. On obtient donc cette courbe K2. Donc on obtient 4 fois plus de segments, et là, on va encore réitérer l'opération, continuer, jusqu'à obtenir une courbe qui ressemble à ceci. Voilà. On va dire qu'ensuite, on passe à la limite. Encore une fois, c'est à définir. Et ce qu'on a au bout, c'est ce qu'on appelle la courbe de von Korr. Alors, je vais revenir dessus. On voit assez bien que cette courbe de von Korr, elle est elle-même autosimilaire. Elle est formée de 4 plus petites courbes de von Korr. Je ne sais pas si vous les voyez. En voici une, il y en a une autre ici, une autre ici et une autre ici. Alors, là, il y a eu 2 d'entre elles ont subi des rotations, mais ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc voilà, encore un exemple d'ensemble autosimilaire. Si on commence à parler un tout petit peu de notion de dimension, mais j'y reviendrai, on observe assez vite, en regardant la construction que je viens de faire, que cette courbe, elle a une longueur qui est infinie. Déjà, ça lui donne un caractère très particulier. Elle tient sur l'écran que vous voyez, mais elle a une longueur infinie. On en reparlera aussi. Bien, je vous ai parlé de flocon de von Korr. Pour obtenir ce flocon que vous voyez, que vous avez peut-être déjà rencontré et vu par le passé, eh bien, on joint une courbe de von Korr ici, une autre ici et une autre ici. Donc il y en a 3 ici. Et vous obtenez un ensemble fermé qu'on appelle le flocon de von Korr. Bien, un autre ensemble qui est connu, c'est l'ensemble de Cantor. L'ensemble de Cantor, il se construit de la manière suivante. Alors, il va falloir exercer ses yeux parce que, au fur et à mesure où je vais aller plus loin dans la suite, on va le voir de moins en moins. Donc, je pars de segment, qui peut être le segment 0,1 aussi, et puis je lui enlève le tiers milieu. Donc, le tiers du milieu, je l'enlève, et j'obtiens donc la première itération. J'obtiens donc 2 segments. Ces 2 segments, je peux reproduire le même procédé et enlever le tiers milieu. J'obtiens donc 4 segments, etc., etc. Et ce que j'obtiens à la fin, à la limite, c'est ce que j'appelle l'ensemble de Cantor. Donc, si je continuais encore, vous le verriez de moins en moins, et à la fin, on ne le verrait plus, cet ensemble de Cantor. Et pourtant, on va en reparler tout à l'heure, cet ensemble de Cantor, on a envie de le mettre entre la dimension 0 et la dimension 1. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste fait de points isolés qu'on peut dénombrer.
Donc ce qu'on a à la fin, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Cantor, donc qu'on décrit comme la limite de cette suite. On peut aussi voir, pour ceux à qui ça parle, on peut voir ça comme l'intersection. Vous prenez l'intersection de tous ces ensembles, de tous les Cn, et vous avez l'ensemble de Cantor. Bon, je vous parle d'une autre fractale qu'on obtient, le fractal de Wigczek. Bon, je vais m'arrêter dans cette énumération. Vous allez vite voir qu'il y a un gros point commun dans toutes les fractales que je vous présente. Mais faisons les choses donc en partant d'un carré plein. Et puis, je vais commencer à le séparer en 9 carrés et je vais éliminer celui-ci, celui-ci et celui-ci. D'accord ? J'obtiens donc 5 carrés auxquels je vais reproduire l'opération, etc., etc. Et j'obtiens quelque chose qui est fractal aussi. On obtient ce genre d'image où vous voyez qu'on a encore une propriété d'autosimilarité où cet ensemble-là est formé de 5 plus petites versions de lui-même. Bon, montrons-en quelques autres. Le tapis de Sierpinski, je vais arrêter de vous donner la suite de construction, surtout qu'on en reparlera tout à l'heure, je vous donnerai d'autres procédés pour construire ces ensembles-là. Donc celui-ci, il est construit comme la fractale de Wigczek qu'on vient de voir, seulement on a enlevé, cette fois-ci, juste sur les 9 carrés, on a enlevé celui du centre. Et on obtient ce qu'on appelle le tapis de Sierpinski. Donc celle-ci, comme toutes les autres fractales que je viens de vous présenter, à l'exception du Cantor, ce sont des fractales qui vont avoir une dimension entre 1 et 2. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les dimensions supérieures, c'est-à-dire voir un ensemble de ce type-là qui serait coincé entre la dimension 2 et la dimension 3 ? Oui, bien sûr. On fait le même procédé avec des cubes, donc ça ressemble beaucoup au tapis de Sierpinski, mais on fait la construction avec des cubes. Cette fois-ci, on découpe en plein de petits cubes et on en enlève quelques-uns, et on itère le procédé, on obtient cette fractale qu'on appelle l'éponge de Menger. Bon, je vais m'arrêter ici pour les exemples d'ensembles autosimilaires, et je vais m'arrêter un tout petit peu pour vous motiver un petit peu la suite, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça. Alors, la première raison, c'est par curiosité mathématique. Disons qu'on pourrait s'arrêter là. D'un point de vue théorique, c'est assez satisfaisant de se dire qu'il existe ces ensembles-là et qu'on peut les étudier, on peut en dire des choses. Les mathématiciens qu'on est, peut-être parmi vous, ont envie d'en savoir davantage. Donc ça, on pourrait s'arrêter là. Mais ce n'est pas suffisant, pas du tout. En fait, il se trouve que ces formes-là, un peu étranges, existent dans la nature. Et elles existent même dans de nombreux endroits, de nombreuses applications. Donc, je vous donne quelques images que vous avez peut-être déjà rencontrées. Ce genre de... alors évidemment, la fougère, un éclair, le delta d'un fleuve, où vous voyez ce genre de... on voit une sorte d'invariance par changement d'échelle. Ça existe quand vous regardez un arbre, par exemple. Si vous regardez une branche d'un arbre, eh bien, ça a l'air d'être un petit arbre. Vous cassez la branche et vous la plantez dans le sol, vous obtenez un plus petit arbre, en quelque sorte. Eh bien, cette invariance par changement d'échelle, c'est exactement la propriété d'autosimilarité dont je parlais tout à l'heure. Alors, bien sûr, les fractales qu'on trouve dans la nature ne vont pas jusqu'à l'infini, les générations ne vont pas jusqu'au bout, comme je le disais tout à l'heure. Mais si on regarde les exemples dont je parle ici, en fait, il y a des approximations assez proches de ces fractales autour de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas une infinité de générations, mais on en a un nombre assez conséquent. Bon, en particulier, dans la nature, à chaque fois qu'il y a des structures type arborescentes, eh bien, on trouve ce genre d'image un peu fractale. Un exemple qui est particulièrement parlant, c'est celui du poumon. Donc vous voyez, là, c'est une représentation d'un poumon humain, où vous voyez que ça a une forme arborescente. Ça se comporte comme un arbre, alors évidemment à l'envers, le tronc c'est la trachée, et puis ensuite ça se sépare en deux branches qui vont chacun former un des deux poumons. Et si on regarde le nombre de générations, eh bien, de cet arbre, c'est à peu près une vingtaine de générations. Donc pour comparer avec l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, les images que je vous ai montrées tout à l'heure, j'ai arrêté la construction après 6 ou 7 itérations. Et déjà, à l'œil, on ne voyait plus la différence. Il y a un facteur multiplicatif à chaque génération. À partir de 6 ou 7 itérations, on ne voyait plus la différence. Il faut vous imaginer que dans le poumon, il y en a une vingtaine. Donc à la fin, ça fait quelque chose de minuscule, absolument minuscule. Et donc, c'est une approximation assez proche d'être vraiment fractale au sens mathématique du terme. Alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que ces formes-là, elles existent dans la nature ? Est-ce qu'on peut le comprendre pourquoi ? Il y a une raison assez simple à ça. C'est que, comme vous savez, la nature a tendance à se comporter de manière à sélectionner les individus les plus aptes à se débrouiller dans la nature. Et si vous voulez faire un poumon un petit peu idéal, un poumon optimal, vous allez vouloir maximiser
la surface de contact entre le poumon et les vaisseaux sanguins. C'est à ça que sert le poumon, à véhiculer l'oxygène de l'air que vous respirez jusqu'à vos vaisseaux sanguins. Et pour que ce soit le plus efficace possible, vous allez avoir envie que cette interface, cette zone de contact, ait la surface la plus importante possible. Et bien pour maximiser ça, vous auriez envie de dire, bon, le bord du poumon, ça doit être quelque chose de dimension 2, pour l'instant je le mets avec des guillemets, j'en parle de manière très vague. Eh bien, vous avez envie, en fait, d'être un peu mieux que de dimension 2, faire que le bord du poumon soit plus accidenté pour que la surface présentée au vaisseau sanguin soit plus importante. Et c'est ce que la nature fait de manière assez magistrale, puisqu'il faut savoir que la surface de contact entre le poumon et les vaisseaux sanguins, si on la mettait par terre au sol, on aurait la surface d'un court de tennis, ce qui est assez impressionnant, quand on sait que tout ça c'est confiné dans un thorax humain. Alors évidemment, comme on trouve ces formes dans la nature, on a envie déjà de les étudier, et puis ensuite de les imiter. C'est les deux choses qu'on a envie de faire dans des applications des mathématiques, on va dire. Alors, étudier la nature, étudier ce genre de choses, ça pose un certain nombre de problèmes mathématiques. Le premier d'entre eux, c'est la grande irrégularité de ce genre d'objet. Vous voyez que c'est très très irrégulier, et ça, en mathématiques, on n'aime pas du tout. La plupart des problèmes en mathématiques, si vous voulez résoudre des problèmes du type modéliser ce qui se passe dans le poumon, vous allez devoir résoudre une équation qui vient de la physique. Et en mathématiques, on a des techniques pour résoudre ces équations, mais la plupart du temps, on les résout dans des domaines qui sont réguliers. L'idéal, ce serait de la résoudre dans une boule, par exemple. Et vous voyez bien que le poumon n'a pas du tout cette forme-là. Et donc ça génère un certain nombre de complexités, un certain nombre de questions mathématiques qui sont, disons, des vrais défis. Alors je vous donne par exemple une image de ce que pourrait être l'idéalisation, la modélisation en 2D, pour qu'on y voit quelque chose, du poumon. Et si vous voulez résoudre, par exemple, les équations de la physique dans le domaine gris, ici, eh bien, ça pose énormément de questions mathématiques. Donc il y a des domaines de la recherche où on s'intéresse à poser ce genre de problème, regarder la résolution de ce genre d'équations sur des domaines qui sont aussi réguliers que ceux-là. Donc ça, c'est une des choses, il y en a plein d'autres, j'y reviendrai peut-être à la fin, mais on se sert des fractales aussi dans des domaines assez variés, pour, par exemple, si je prends un exemple parmi plein, parmi tant d'autres, on s'en sert par exemple pour faire du traitement du signal, ou regarder, analyser des images. On va faire apparaître des structures fractales sur ces images, et on va se poser des questions un petit peu du type de celles qu'on va se poser dans cet exposé, pour analyser, classifier. Ça a des applications par exemple en médecine. Si vous voulez, disons, détecter parmi plusieurs radiographies laquelle présente une tumeur, eh bien, on a une façon de le faire, une façon de regarder l'irrégularité de la photo, de la radio en question, en dégageant une structure fractale, et pour analyser les choses et pouvoir identifier les radiographies présentant des tumeurs. Bon. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais m'arrêter sur cette collection d'exemples pour passer au vif du sujet, mais il y aurait plein d'autres exemples à donner. Voilà, j'en reviens donc à ce qui va me préoccuper aujourd'hui, c'est-à-dire les ensembles autosimilaires. Autosimilaires au sens strict. Et vous allez voir que ça nous permet de dire beaucoup de choses qu'on ne peut malheureusement pas dire sur l'ensemble des géométries fractales, mais c'est déjà assez significatif et ça permet d'avoir un bon aperçu sur à la fois les difficultés mais aussi la puissance de ce qu'on peut dire quand on analyse des fractales. Alors, j'en viens à une définition un petit peu plus claire que celle que je vous ai donnée tout à l'heure, et je vais commencer donc, avant de parler de définition, par l'exemple du triangle de Sierpinski. Donc, je vous ai dit qu'il était composé de 3 contractions de lui-même. Alors, qu'est-ce que j'entends par contraction ? J'entends des transformations du plan, là en l'occurrence, qui permettent de passer du triangle de Sierpinski total à l'une des 3 plus petites versions que vous voyez. Donc les 3 transformations, que j'ai appelées F1, F2, F3, c'est des procédés qui permettent de passer du grand triangle vers un des petits triangles. Donc on a contracté le triangle en divisant les distances en l'occurrence, par 2. D'accord ? Mais ce qui est important de voir, c'est que les proportions sont gardées. Donc ces transformations s'appellent des similitudes, et les F1, F2, F3 sont des similitudes. C'est important pour la suite. D'accord ? Pour l'ensemble de Cantor, vous aviez 2 transformations, F1 et F2, qui sont représentées ici. Pour passer de l'ensemble de Cantor au plus petit ensemble de Cantor, on a appliqué la transformation F1, qui est une transformation qui va diviser les distances, cette fois-ci, par 3.
Okay, pour ceux à qui ça parle, ce sont des homothéties, en l'occurrence. On peut faire des choses avec des similitudes en général, mais en l'occurrence, ce sont des similitudes particulières, ce sont des homothéties, qui ont pour centre, ici, 0 et 1, et qui ont pour rapport de contraction 1 tiers, toutes les deux. Alors si je veux définir globalement ce que c'est qu'un ensemble autosimilaire, on peut s'y prendre de la manière suivante. On va dire qu'un ensemble il est autosimilaire s'il s'écrit comme l'union de f1 de k, f2 de k, jusqu'à fn de k, où c'est fi de k, c'est ce qu'on obtient en ayant appliqué la transformation fi, une transformation qui va vérifier la propriété que j'ai décrite tout à l'heure, la propriété de diviser les distances, ou en l'occurrence, j'ai mis un coefficient multiplicatif, multiplier les distances par un coefficient RI. Bon, nous, dans notre cas, ce sera des contractions. Les RI seront plus petits que 1. Donc, ce que fait FI, c'est, ça part à un segment de longueur 1, ça va lui associer un segment de longueur RI. Alors, on a le droit, par contre, de lui faire subir des translations, de lui faire subir des rotations. La seule chose qu'on veut, c'est conserver les proportions. Alors, je donne un autre exemple. Si vous appliquez FI à un objet, à une forme en l'occurrence, eh bien, vous allez lui faire subir des rotations, des translations, mais par contre, vous allez préserver les proportions de votre ensemble. Les distances seront divisées par un certain facteur, mais les proportions sont gardées. Alors, un exemple en dimension 3, vous voyez, on a fait tourner la figure, et on l'a contractée, mais les proportions sont gardées. Donc c'est ça ce que je vais appeler un ensemble autosimilaire par la suite. Alors, ces ensembles autosimilaires, comme je l'ai dit au début, ils vont avoir vocation à avoir des propriétés fractales pour un grand nombre d'entre eux. Alors, ce n'est pas le cas pour la totalité d'entre eux. Je vous ai dit, si l'ensemble a assez de détails, alors les détails sont répercutés à toutes les échelles. Mais il se trouve qu'il y a des ensembles autosimilaires qui n'ont pas assez de détails. Et un exemple très simple, c'est celui du segment. Vous imaginez un segment, par exemple 0,1, lui, il est formé de deux plus petites versions de lui-même. Il est formé de ces deux moitiés. Donc, il est autosimilaire. Le segment est autosimilaire. Par contre, évidemment, on n'a pas envie de dire qu'il a des propriétés fractales. D'accord ? Bon, c'est un cas très particulier. L'immense majorité des ensembles autosimilaires, ceux qui vérifient cette propriété-là, sont des objets qui vont avoir des vraies propriétés fractales. Alors, j'en viens à vous parler de la notion de dimension. Alors, notion de dimension, vous avez en tête, comme je le disais au début, qu'un segment est de dimension 1, qu'un carré est de dimension 2 s'il est plein, ou un disque, qu'une boule est de dimension 3, vous avez ça en tête. Mais finalement, c'est une notion assez vague de comment est-ce qu'on définirait la notion de dimension. Alors moi, ce que je vous propose, pour bien comprendre comment mathématiquement on définit la notion de dimension, c'est de changer de point de vue et de se dire que la dimension associée à un objet, c'est en fait celle qui est associée à la bonne façon de le mesurer. En fait, pourquoi est-ce qu'une courbe, vous diriez qu'elle est de dimension 1 ? Eh bien parce que si vous deviez la mesurer, vous parleriez de sa longueur. Pourquoi est-ce qu'un carré plein ou un disque est de dimension 2 ? Parce que si vous vouliez le mesurer, vous parleriez de sa surface ou de son aire, donc en dimension 2. Pourquoi est-ce qu'une boule est en dimension 3 ? Eh bien parce que si vous vouliez la mesurer, vous parleriez de son volume. Donc c'est ce qui se passe. Quand on veut mesurer une courbe ou un segment de R, on parle de sa longueur. Quand on veut mesurer une surface ou un disque, on parle de sa surface, de son aire. Quand on veut mesurer un volume, on parle de son volume. Bien. J'ai envie de voir les choses comme ça pour que vous compreniez un petit peu que la notion de dimension, elle va sortir de la bonne notion de mesure. Pour les fractales, pour les ensembles autosimilaires, on va avoir envie de trouver une nouvelle façon de mesurer qui va se situer entre la longueur et la surface, entre la surface et le volume. Alors pour bien comprendre ça, on peut imaginer de se dire que finalement, le segment dont je vous ai dit qu'on a envie de le mesurer avec une longueur, on pourrait le mettre dans l'espace. Dire le segment, je le mets dans l'espace et je cherche à le mesurer en mesurant donc son volume. Qu'est-ce que je vais obtenir ? Le volume d'un segment, le segment n'a pas d'épaisseur dans l'espace, son volume sera 0. Donc la mesure ne semble pas adaptée. Alors, voyons les choses de manière plus propre et plus en détail. Donc j'ai dit, si je regarde mon segment, le segment 0,1, sa longueur, c'est 1, on sait la calculer. Si je voulais regarder sa surface, eh bien je pourrais dire, donc je le mets dans R2, je le mets dans le plan, je dis que je peux le mettre dans un rectangle. Si je le mets dans un rectangle, nécessairement, la mesure, la surface du segment S va être plus petite que la surface du rectangle en question. D'accord ? Mais ce rectangle, en fait, je peux le prendre aussi petit que je veux. Enfin, d'aire aussi petite que je veux. Vous voyez, avec cette suite, je vais avoir un rectangle qui va s'affaisser sur le segment, et finalement, l'aire du rectangle va tendre vers 0. Et nécessairement, on arrive
à ce constat, la surface d'un segment, ça doit être 0. Et puis si on se passe dans l'espace, bien sûr, le volume du segment, eh bien, ça doit être 0 aussi. Donc on a une mesure appropriée qui est la longueur, et ensuite, quand on fait grandir la dimension, le segment devient trop petit, on ne le voit plus, et la mesure devient 0. Alors, faisons la même chose pour le carré. Et essayons d'imaginer qu'on peut parler de la longueur du carré. Alors quand je parle de longueur, je ne parle pas de son périmètre. Je parle véritablement de est-ce qu'on peut donner, si on pouvait donner une notion de longueur au carré plein, qu'est-ce que ce serait? On se dit intuitivement que le carré est trop gros pour la dimension 1 et que la mesure devrait être plus l'infini. Et ça se voit de manière assez claire en disant que bien, le carré, il contient, alors c'est un carré de côté 1, il contient un segment de longueur 1. Donc sa longueur doit être plus grande que 1. Mais il contient un autre segment de longueur 1, donc sa longueur doit être plus grande que 2. Et puis finalement, je peux mettre autant de segments que je veux, je peux même en mettre une infinité, et donc sa longueur doit être infinie. Donc la mesure dimension 1 n'est pas adaptée pour le carré. La mesure devient plus infinie. Bon, sa surface, c'est très simple bien sûr, son R vaut 1, on le sait très bien. Et puis, si on cherchait à le mettre dans R3, ce carré, et qu'on cherchait son volume, eh bien on pourrait faire le même constat que tout à l'heure. On peut le coincer dans un pavé, et puis ce pavé, on va pouvoir l'affaisser sur le carré, et finalement, on va dire que le volume de ce carré, il doit être plus petit que quelque chose qui tend vers 0. Finalement, ce volume, il doit être 0. Donc on voit se profiler quelque chose d'intéressant. Si on fait grandir la dimension, quand la dimension est trop petite, l'ensemble est trop gros, la mesure est infinie. Ensuite, il y a une dimension adaptée, la mesure n'est ni 0 ni plus l'infini. Et ensuite, quand on fait grandir la dimension, on ne voit plus l'objet, il n'a plus d'épaisseur, on ne le voit plus et la mesure vaut 0. Donc finalement, j'ai envie de dire que la dimension du carré, c'est 2, parce que la mesure adaptée, c'est la mesure associée à la dimension 2. Et ça, c'est une bonne façon de voir les choses, vous allez comprendre pourquoi. Alors, avant de vous expliquer ça, faisons la même expérience sur un ensemble autosimilaire, par exemple la courbe de Foncor. Et essayons de la mesurer en dimension 1 et en dimension 2. Alors, la première question, donc en dimension 1, c'est quelle est sa longueur? On en a parlé tout à l'heure, sa longueur est infinie, ça se voit très bien. Je reprends ma construction de tout à l'heure, la longueur du premier segment c'est 1, ensuite j'ai 4 segments de longueur 1 tiers, c'est donc 4 tiers, ensuite j'ai 4 au carré segments de longueur 1 sur 3 au carré, c'est donc 4 tiers au carré, et vous voyez assez bien que la longueur de Kn, ça va être 4 tiers à la puissance n, et donc, quand je fais tendre n vers plus l'infini, j'ai donc bien que la longueur de la courbe obtenue à la fin, c'est plus l'infini. Ça suggère que la mesure en dimension 1 n'est pas adaptée pour l'ensemble de la courbe de Koch. Donc il va falloir aller un peu plus haut, grimper dans la dimension, et pour ça, mettons-nous en dimension 2, et essayons de parler de la surface de cet ensemble. Demandons-nous si cette mesure est adaptée. Alors, le constat est le suivant, c'est assez simple à comprendre. Je peux, disons, recouvrir ma courbe de Foncor par un certain nombre de carrés. Alors ce sont tous des carrés, les petits carrés rouges, ce sont tous des carrés de côté R, de côté fixé, et j'en ai un nombre grand N qui recouvre la courbe de Foncor. Bien, c'est là que je vais utiliser l'autosimilarité. Parce que, souvenez-vous, ici on trouve une plus petite version de la courbe de Foncor, une version 3 fois plus petite. Donc, si je prends ces carrés-là, exactement les mêmes, et que je leur fais subir cette transformation, je prends des carrés 3 fois plus petits, eh bien je vais pouvoir recouvrir cette première petite courbe de Foncor avec les carrés. Donc, j'ai donc n carrés qui sont de côté R sur 3. Bien, ces carrés, je vais pouvoir en utiliser n pour recouvrir cette courbe de Foncor, n pour recouvrir celle-ci et n pour recouvrir celle-ci. Finalement, j'ai aussi recouvert ma courbe de Foncor par 4n carrés qui sont de côté R sur 3. Et donc, je sais que la surface de K va être plus petite que 4n fois R sur 3 au carré. 4n fois R sur 3 au carré, c'est 4 sur 3 au carré fois nr carré. nr carré, c'est la première approximation de la surface qu'on avait tout à l'heure. Et vous vous doutez bien qu'à ce stade-là, on peut répercuter, itérer ce procédé pour faire des carrés encore plus petits. Si je continue, à la fin, j'aurai recouvert par 4 au carré n carré de côté R sur 3 au carré, l'ensemble de ma courbe de Foncor, et la surface va donc être plus petite que 4 sur 3 au carré fois nr carré. On voit la récurrence s'instaurer ici. Si je continue, je vais finalement dire que ma surface est plus petite que, si je le fais avec
n itérations, n étapes, la surface va donc être plus petite que, c'est inférieur ou égal ici, bien sûr, il faut corriger, que 4 sur 3 au carré à la puissance n. C'est 4 neuvièmes à la puissance n. Mais 4 neuvièmes à la puissance n, vous savez tous que si je fais tendre n vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc finalement, la surface de la courbe de von-Core, c'est 0. Ça nous dit donc, si je compare à ce que j'ai fait pour le segment et ensuite le carré, que 1 ne semble pas être une mesure adaptée parce que je tombe sur une longueur infinie, et 2 ne semble pas être une mesure adaptée parce que je tombe sur 0. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire un pas de côté et arriver à avoir des dimensions qui ne seraient pas entières, trouver quelque chose qui serait adapté à la courbe de von-Core et qui serait donc pas nécessairement entier. Alors pour ça, si je reprends la notion de longueur, de surface, de volume dont je parlais tout à l'heure, c'est très dépendant d'un entier. La longueur, c'est la façon de mesurer un segment. Ensuite, je rajoute une dimension. La surface, c'est la façon de mesurer un carré. C'est comme ça qu'on l'a construit. Le volume, façon de mesurer un pavé ou un cube. Donc, il va falloir changer de point de vue. Et le nouveau point de vue que je vous propose, c'est celui-ci. On va partir d'un constat. Je prends f, une transformation, comme tout à l'heure, une transformation qui conserve les proportions et puis qui va diviser toutes les distances par deux. Et je le fais subir à un segment. Donc je prends le segment de longueur 1, je lui fais subir la transformation, j'ai donc un segment de longueur 1,5. La longueur, c'est évident, de f de s, c'est donc la longueur de s, excusez-moi, c'est s, longueur de s sur 2. Maintenant, plaçons-nous en dimension 2 et regardons la même transformation. Si je fais subir cette transformation qui divise les distances par 2 à un carré de côté 1, j'obtiens un carré de côté 1,5. La question c'est, comment se comporte la surface? La surface, je ne l'ai plus divisée par 2 cette fois, puisque l'air que j'obtiens maintenant c'est 1 quart, je l'ai divisé par 2 au carré. Et pareil, c'est surface de C ici. Qu'est-ce qui se passe en dimension 3? En dimension 3, si vous faites subir la même transformation, vous prenez un cube de côté 1, vous lui faites subir cette transformation, vous allez obtenir un cube de côté 1,5, et son volume, c'est 1,5 fois 1,5 fois 1,5, qui est donc 1 sur 2 au cube. Et là, on voit un distinguo entre ces trois cas, c'est l'exposant qui apparaît ici, qui semble être lié à la dimension. Et bien cette chose-là, on va se dire que si on arrive à donner une façon de mesurer en dimension d, il est raisonnable de penser que si je fais subir une transformation qui divise les longueurs par 2, divise toutes les distances par 2, alors je vais diviser la mesure par 2 à la puissance d, où d est une certaine dimension, qui cette fois-ci n'a pas obligation d'être entière. Il se trouve que, je ne vais pas faire la construction avec vous, mais on peut construire proprement ces mesures qui vont effectivement vérifier ça. Alors, voici donc ce qu'on pense obtenir. Si jamais on a une certaine mesure satisfaisante en dimension d, on attend que la mesure de f de e, pour un ensemble quelconque, ce soit 1 sur 2 à la puissance d fois la mesure de e, d-dimensionnelle. Et on attend même quelque chose de plus général, on attend que si on prend une transformation qui multiplie toutes les distances par r, on attend que la mesure de f de e, ce soit r à la puissance d fois la mesure de e. Alors, si on part de ce constat-là et qu'on se dit qu'on dispose d'une telle mesure, une mesure en dimension d, alors peut-être qu'on peut trouver quelle est la bonne valeur de d pour la courbe de von-Core. Regardons les choses en direct, en dessinant la courbe de von-Core et en se souvenant des propriétés d'autosimilarité. Vous vous souvenez que cette courbe de von-Core, elle est fabriquée avec f1 de k, f2 de k, f3 de k et f4 de k. Et ces FI, ce sont des transformations qui multiplient les distances par 1 tiers. Donc finalement, si je mesure en dimension d, la mesure de cette partie-là, c'est donc la mesure de k divisée par 3 puissance d. La mesure de cette partie-là, c'est donc la mesure de k sur 3 puissance d. Et la même chose pour les deux autres. Finalement, je peux conclure en disant que la mesure de l'ensemble total, c'est la somme de ces 4 mesures-là. La mesure de l'ensemble total, c'est la mesure de f1 de k plus la mesure de f2 de k, plus celle en 3, plus la mesure de f4 de k. Chacune vaut la même chose, et si on additionne, on tombe sur 4 sur 3 à la puissance d fois la mesure de k. Alors là, il est temps de se souvenir de ce que j'entendais par une bonne mesure. Une bonne mesure, une bonne façon de mesurer, c'est idéalement une mesure qui me donnerait ni 0, ni plus l'infini. Et si la mesure de k ne vaut ni 0, ni plus l'infini, c'est donc que 4 sur 3 à la puissance d vaut 1. C'est nécessaire. Donc la seule façon, si j'en crois
le nouveau point de vue qu'on vient d'adopter, la seule façon d'avoir une bonne mesure, c'est de choisir 4 sur 3 à la puissance d égale 1. Et ça, on sait calculer de manière élémentaire ce à quoi ça correspond. Ça correspond à d qui vaut log de 4 sur log de 3, qui, si on fait le calcul, si on demande à une calculatrice de nous éclairer, c'est 1,26 à peu près. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est strictement entre 1 et 2. Et il se trouve que ça, c'est la dimension de la courbe de von Core, qu'on sait donc calculer de manière, je dirais, élémentaire. Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre à la courbe de von Core et qui est valable pour tout ensemble autosimilaire à condition de disposer des bonnes transformations. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a des conditions géométriques un petit peu fines, mais disons que si vous prenez les bonnes transformations, alors vous allez arriver à calculer facilement la dimension de votre ensemble autosimilaire. Alors, ce résultat plus général peut s'énoncer de la manière suivante. Je reviens à un ensemble autosimilaire qui donc s'écrit, comme je vous l'avais dit, K, c'est l'union des FI de K, où les FI sont des transformations qui multiplient les distances par RI. J'autorise que le facteur multiplicatif soit différent d'une transformation à l'autre. Alors dans ce cas, je réécris la même chose que pour la courbe de von Core. La mesure de K, c'est donc la somme des mesures des FI de K. Mais ça, on vient de voir que, comme les FI multiplient la distance par RI, c'est R1 à la puissance D fois la mesure de K, jusqu'à Rn à la puissance D fois la mesure de K. Finalement, mesure de K s'écrit R1 à la puissance D jusqu'à Rn à la puissance D fois la mesure de K. Et on en arrive à la même conclusion que tout à l'heure. Si vous voulez espérer trouver une bonne mesure pour mesurer K, eh bien, il faut que D vérifie cette équation. Et ça, cette équation à résoudre, c'est pas compliqué à résoudre, et ça vous permet de trouver la dimension pour n'importe quel ensemble autosimilaire. C'est un petit exercice de se rendre compte qu'il y a un seul D qui vérifie ça, et on arrive à le calculer, on arrive à obtenir la dimension associée à un ensemble autosimilaire de manière très simple. Alors, il faut quand même vous préciser que calculer la dimension d'un ensemble, d'un objet, c'est un problème qui est en mathématiques qui est très compliqué. Et donc c'est assez étonnant et assez satisfaisant aussi qu'on arrive à calculer aussi facilement la dimension, c'est une dimension qu'on appelle dimension de Hausdorff, la dimension d'un ensemble de manière aussi simple. Et c'est un des seuls exemples où on y arrive de manière si simple. La plupart du temps, pour calculer une dimension de Hausdorff, eh bien, on doit s'y prendre numériquement, ou on doit s'y prendre en prenant d'autres notions de dimension qui sont un petit peu plus complexes à utiliser. La deuxième remarque, qui est très intéressante, c'est que cette notion de dimension, si vous regardez bien, ne dépend que des rapports de contraction des similitudes. Ça ne dépend que des RI, de votre facteur de contraction. C'est assez étonnant. Finalement, si vous avez choisi une transformation, la seule chose qui compte, c'est comment elle se comporte, par quel facteur elle multiplie les distances. Et ça, c'est assez intéressant à remarquer. Bien. Donc j'espère vous avoir convaincu que de cette façon-là, vous pouvez calculer la dimension de n'importe quel ensemble autosimilaire. Alors, la question c'est, finalement, comment est-ce qu'on pourrait fabriquer ces ensembles autosimilaires? C'est-à-dire, par exemple, si je me donne une dimension donnée, est-ce que je sais fabriquer un ensemble autosimilaire qui aura cette dimension? Est-ce que je vais y arriver? Et pour ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Pour ça, on a un résultat général d'existence de ces ensembles autosimilaires. Alors, avant de faire ça, je voudrais faire quelques calculs de dimension avec vous. On l'a vu sur la courbe de von Core, mais en fait, on peut calculer la dimension de tous les ensembles autosimilaires qu'on a vus précédemment. Je ne vais pas tous les faire, mais on va en regarder quelques-uns. Regardons donc l'ensemble de Cantor. Je vous ai dit que l'ensemble de Cantor, il était constitué de 2 plus petites versions de lui-même, et que ces petites versions étaient 3 fois plus petites. Donc finalement, c'est 2 transformations qui divisent les distances ou qui multiplient les distances par 1/3. Finalement, on a dit que ça donnait quelque chose comme 2 sur 3 à la puissance d égale 1. Donc la dimension est égale à log de 2 sur log de 3, et ça nous donne quelque chose qui est de l'ordre de 0,63. C'est la dimension de l'ensemble de Cantor. Donc, comme promis, quelque chose qui est coincé entre la dimension 0 et la dimension 1. Revenons au triangle de Sierpinski. De triangle de Sierpinski, eh bien, on a dit qu'il était formé de 3 plus petites versions de lui-même. Et ces plus petites versions correspondent à regarder des transformations qui divisent les distances par 2, qui multiplient par 1,5. Donc finalement, on a l'équation 3 sur 2 à la puissance d égale 1. Vous voyez, c'est inversé par rapport au précédent. 3 sur 2 à la puissance d égale 1 qui nous donne log de 3 sur log de 2 qui fait environ 1,58, ce qui est la dimension
du triangle de Sierpinski. Bon, et dernière chose, je reviens à l'éponge de Menger. Alors là, on se rend assez vite compte qu'il y a 20 transformations. Donc il faut vous séparer votre cube en fait 27 petits cubes. Et puis, si vous faites attention à la construction de l'éponge de Menger, en fait, on enlève 7 cubes à chaque fois. Okay, donc il y a 20 transformations, il reste 20 petits cubes, 20 transformations qui ont toutes ce rapport 1 tiers. Donc finalement, on en arrive à 20 sur 3 puissance d égale 1, et on peut calculer donc d comme log de 20 sur log de 3, qui fait environ 2,73. Donc une dimension entre 2 et 3. J'aurais pu, ça aurait été intéressant, m'intéresser au poumon, à regarder la dimension du poumon. Je vous ai dit que la nature avait envie de prendre une dimension d'une interface du bord du poumon qui soit entre 2 et 3. Et si on fait le calcul, alors ce sera un calcul numérique cette fois-ci bien sûr, eh bien on obtient quelque chose qui est un peu de cet ordre-là, qui fait 2,7, 2,8, quelque chose comme ça, ce qui est assez étonnant. Bien, revenons à ma question précédente. Je vous disais, comment est-ce qu'on peut construire n'importe quel ensemble autosimilaire? Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Eh bien, voici un procédé complètement général pour y parvenir. Donc, je considère un ensemble autosimilaire. Je vous ai dit comment est-ce qu'on l'obtenait. K, c'est l'union des FI de K. Comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, si on se donne des similitudes, vous donnez des transformations, vous choisissez n'importe quelle transformation, du plan, de l'espace, ce que vous voulez, eh bien, je sais, on peut démontrer qu'il existe un unique ensemble qui va vérifier cette chose-là. Il existe un unique ensemble autosimilaire associé à ces similitudes, ces transformations. Et ça, c'est un résultat assez satisfaisant et assez étonnant, qui vous permet de dire qu'on sait fabriquer un ensemble autosimilaire à partir des transformations. Donc, si jamais vous vous fixez, vous, à l'avance, les rapports de contraction de ces transformations, eh bien, vous savez fabriquer un fractal, un ensemble autosimilaire qui aura la dimension que vous vous êtes prescrit à l'avance. Alors, ce résultat en soi n'est pas complètement satisfaisant, parce que la construction n'est pas effective. C'est-à-dire, si je vous dis qu'il existe, je ne vous ai pas dit comment le construire. Eh bien, je vais le faire maintenant. Alors, on va considérer cette transformation, la transformation grand F, qui va appliquer toutes les transformations FI à un ensemble. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple du Sierpinski. Sierpinski, il y a 3 transformations qui agissent de la manière suivante. Si vous prenez un ensemble, que j'appelle E, vous voyez n'importe lequel, et si vous lui appliquez les 3 transformations, vous allez obtenir cette chose-là. Là, ça c'est grand E, ici j'ai F1 de E, F2 de E, F3 de E. Donc, ce que j'appelle la transformation grand F, c'est la transformation qui à E associe l'union de ces 3 petites transformations. Okay, vous voyez un petit peu le procédé? Et en fait, ce que je prétends, c'est qu'en partant de n'importe quel objet, n'importe quel ensemble, si vous itérez cette opération qui consiste à appliquer cette transformation grand F, vous le faites une infinité de fois, eh bien vous allez tomber sur l'ensemble autosimilaire associé aux transformations. En particulier, sur l'exemple du triangle de Sierpinski, ce qu'on va voir tout de suite, si j'applique cette suite de transformations, eh bien je vais tomber sur le triangle de Sierpinski. Alors, pour ça, je vous rappelle ce que sont les transformations du triangle de Sierpinski. La transformation petit f1, c'est celle qui, au triangle rouge, associe le plus petit triangle rouge ici. Donc, si je reviens je vous ai dit qu'on peut partir de n'importe quel objet. Si je lui associe la transformation f1, j'obtiens cet objet-là. D'accord ? La transformation f2, c'est celle qui va contracter sur le point A2, l'homothétie de centre A2 et de rapport 1,5. Et puis la troisième, c'est celle qui va contracter auprès du point A3, le sommet supérieur. Donc finalement, ça donne cette transformation dont je parlais tout à l'heure. Alors regardons-la en action. Je vais revenir, je pars d'un premier objet, et ce premier objet, c'est le triangle équilatéral. Et vous allez voir qu'on va retrouver la construction du début de l'exposé. Je lui applique une première fois, la transformation grand F. Je vais donc tomber sur F1 du triangle, F2 du triangle, F3 du triangle. Ça me donne cette construction-là. Vous voyez, c'est une façon un peu différente de construire cette première étape, où je vous avais dit au début, on enlève le triangle équilatéral central. Là, je le vois comme j'ai appliqué ma transformation grand F. Et ensuite, j'applique à nouveau la transformation grand F, et je tombe sur cette image-là. Vous voyez, je trouve ici F1 de cet ensemble-là, F2 de cet ensemble-là, et puis F3 de cet ensemble-là. Et je continue, et je continue, et je continue, et j'obtiens exactement la même construction que celle que vous avez vue au début de l'exposé. Alors j'aurais pu faire ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en partant de n'importe quel objet. Partons de celui-ci.
J'ai choisi ce K0, mais j'aurais pu partir de n'importe quel objet. J'aurais pu partir d'une photo, par exemple, n'importe quel objet. J'itère, j'obtiens donc la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, etc., etc., etc. Et vous voyez qu'à partir de K6, on ne voit plus du tout l'objet de départ. K0 est indiscernable. Et si on avait pris une photo, on en serait au même stade. On serait incapable, évidemment, de revoir cette photo sur ce que vous êtes en train de regarder. Et K7, alors à ce stade-là, il n'y a aucune façon de faire la différence à l'œil entre ça et la précédente construction. Alors je vais prendre un deuxième exemple, qui est la fractale de Dürer. Donc le tout premier exemple que je vous ai montré, l'espèce de pentagone. Et je vais partir d'un objet, n'importe lequel, que j'ai choisi, un polygone qui ressemble à ça, et puis je vais itérer la transformation. Cette fois-ci, la transformation, je vais avoir, dès la première étape, 6 polygones. On les voit ici, vous voyez, et puis ensuite, j'itère à nouveau. Alors là, pour l'instant, on ne voit pas encore bien la fractale de Dürer, mais là, elle commence à se dessiner, et voilà, j'ai fait une dernière étape, où là, vous voyez, on ne voit plus du tout la forme de départ. Donc cette chose-là est valable pour absolument tout ensemble autosimilaire, associé donc aux transformations que vous vous êtes prescrites. Alors, je voudrais vous dire un mot sur la raison pour laquelle cette chose-là est vraie. Parce que ça, c'est complètement général, et c'est obtenu grâce à la considération suivante. Je vais juste vous dire en quelques mots pourquoi ça marche. Donc voilà la construction générale. Je vous ai dit, on part de K0, et puis on va appliquer, par récurrence en fait, on va appliquer cette transformation grand F. Donc Kn plus 1, c'est grand F de Kn. Okay, c'est ce que je viens de faire à l'instant avec vous. Et bien si je fais ça, je peux montrer, et c'est assez facile à voir en fait, que ce qu'on appelle la distance de Hausdorff de Kn à K tend vers 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire la distance de Hausdorff ? C'est une façon, distance de Hausdorff entre deux ensembles, c'est une façon de quantifier à quel point deux ensembles sont proches. Alors c'est une distance assez forte, c'est-à-dire que si la distance de Hausdorff entre deux ensembles est assez petite, ça veut dire que à l'œil, vous aurez du mal à faire la différence entre les deux. Donc c'est une bonne c'est une bonne notion de distance, c'est une notion de distance intéressante pour notre application, parce que ça veut dire que si vous avez convergence de cette chose-là, la distance de Kn à K, ça veut dire qu'à l'œil, vous ferez de moins en moins la différence au fur et à mesure que n augmente. Alors, je vous explique très rapidement ce qu'est la distance de Hausdorff. Dire que quantifier la distance entre deux ensembles au sens de Hausdorff, c'est regarder la chose suivante. Vous prenez deux ensembles, A et B, et vous allez dire que je vais essayer de faire grossir A. Vous imaginez que vous faites grossir A à partir de son centre, et puis vous vous arrêtez quand vous arrivez à un ensemble qui maintenant contient B. Vous faites grossir A jusqu'à contenir B. Et là, vous vous arrêtez, et puis vous regardez cette distance, là, vous avez grossi A de ce qu'on appelle RA. Ensuite, vous faites la même chose avec B. Vous faites grossir B jusqu'à contenir A. Et puis vous prenez le max de RA et de RB. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la distance de Hausdorff entre les deux. Et c'est ça qui va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc si je vous dis en quelques mots pourquoi est-ce que cette chose-là est vraie, eh bien ça c'est quelque chose qui est d'ailleurs valable pour toute suite récurrente de ce type-là, qui provient d'un théorème semblable à celui que je viens de vous énoncer, et qu'on voit assez bien. En fait, il suffit de montrer que, et ça se voit assez bien, que la distance entre f de A, grand F de A et grand F de B est plus petite que R fois la distance de Hausdorff entre A et B, pour n'importe quel ensemble, où R, c'est le plus grand rapport de contraction. C'est la plus grande contraction possible parmi vos transformations. Ça se voit très bien. Vous voyez que quand vous allez appliquer grand F, vous allez avoir F1 de K, F2 de K, et ces F1 vont multiplier les distances par R1, R2, R3. Et finalement, la transformation totale, celle qui prend l'union de ce que vous avez obtenu, va multiplier les distances par quelque chose de pas plus grand que le plus grand des RI. Okay ? Donc ça se démontre. Et une fois que vous avez démontré ça, finalement, vous pouvez voir que, souvenez-vous, K est défini comme l'union des FI de K. Okay ? Donc finalement, K, c'est grand F de grand K. Si vous appliquez la transformation grand F à grand K, vous retrouvez K. Et donc, si vous écrivez les choses, distance de Hausdorff de Kn à K, c'est aussi, rappelez-vous de la définition, la distance de Hausdorff de grand F de Kn-1 à grand F de K. Mais ça, je viens de dire que c'est plus petit que R fois la distance de Kn-1 à K. Et là, vous pouvez raisonner par récurrence. On continue, on le fait une nouvelle fois. Hein, j'utilise ce résultat-là. Je l'utilise sur la distance de Kn-1 à K. J'obtiens donc R au carré fois ça. Et puis si je le fais n fois,
j'obtiens r à la puissance n fois la distance de k0 à k. Finalement, je peux dire que ça tend vers 0 puisque r est plus petit strictement que 1. D'accord ? Donc finalement, ce que je viens de dire, c'est que, quel que soit k0, je sais que la distance de Hausdorff de kn à k va tendre vers 0. Bon, c'est tout pour cette idée de comment est-ce qu'on peut démontrer cette chose-là. Et je vais passer maintenant à une autre façon de construire les ensembles autosimilaires. Donc là, je vous ai proposé une façon en partant de n'importe quel objet et en itérant cette transformation grand F. Et maintenant, on va changer de point de vue. Je vais vous proposer une nouvelle façon de faire qui a le mérite de... Alors, c'est qu'elle est amusante, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'elle a le mérite de poser les bases des outils qu'on commence à développer quand on veut faire de l'analyse sur les ensembles autosimilaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Et je vais vous proposer donc un algorithme probabiliste qui vous permet de faire apparaître un ensemble autosimilaire en vous y prenant bien. Alors, je vais commencer sur un exemple, et ensuite on essaiera d'expliquer pourquoi ça marche. Je reviens au triangle de Sierpinski. Vous vous souvenez, j'ai 3 transformations. Les centres des transformations, c'est A1, A2, A3. Ce sont les sommets de votre triangle équilatéral. Faisons la chose suivante. Je considère un point au hasard, le point rouge. Il est au hasard, c'est mieux s'il fait déjà partie du triangle de Sierpinski, mais ce n'est pas obligatoire pour que les choses marchent. Donc je prends ce point au hasard, et ensuite je vais choisir une des 3 transformations au hasard. Et c'est très important que ce soit au hasard. Par exemple, je choisis A1, et je vais appliquer cette transformation au point rouge. C'est-à-dire, ça revient à tracer le segment entre les 2 points et à prendre le milieu. La transformation, elle va contracter ce segment-là en celui-ci. D'accord ? Donc l'image par la première transformation du point noir, c'est le point rouge. Concrètement, ça veut juste dire, vous tracez le segment entre les deux et vous tracez le milieu. Ça vous fait un deuxième point que vous laissez afficher. Ce point rouge, c'est votre nouveau point courant. À ce stade-là, vous répétez l'opération. Vous choisissez une transformation au hasard, par exemple on va choisir A2, et puis vous l'appliquez au point rouge. Qu'est-ce qu'on obtient ? Ce nouveau point, le milieu du nouveau segment obtenu. Ensuite, on en choisit une autre, par exemple A3, vous tracez le milieu du segment obtenu, vous avez un nouveau point courant, ensuite on en choisit une autre, etc. Donc c'est A2 par exemple, un nouveau point, etc. Et vous répétez cette opération et vous regardez ce que vous obtenez. Et bien en faisant ça, si vous attendez assez longtemps, vous voyez apparaître le triangle de Sierpinski. Alors, je vous propose de regarder un exemple de l'algorithme en action à travers ce petit film. Donc on voit les points apparaître les uns après les autres. Au bout d'un moment, j'ai accéléré l'affichage pour qu'on y voit davantage. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ce que vous regardez s'arrête à 10 000 points. 10 000 points, c'est très peu. C'est vraiment pas beaucoup. Avec 10 000 points, si on attend patiemment jusqu'à la fin de la vidéo, on voit apparaître quelque chose qui est à peu près à s'y méprendre, le triangle de Sierpinski de tout à l'heure. Et 10 000 points, encore une fois, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà l'algorithme pour le triangle de Sierpinski. Pas complètement terminé. Et je vous propose un deuxième exemple, qui est de le regarder avec la fractale de Dürer. Alors ça va se passer exactement de la même manière. On va partir d'un point, on choisit une des 6 transformations au hasard, et encore une fois, j'insiste, c'est très important que ce soit au hasard. Si vous faites successivement 1, puis 2, puis 3, puis 4, et que vous recommencez, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas du tout tous les points de l'ensemble autosimilaire. Alors, regardons-le, on part d'un point, et puis on va appliquer successivement une des 6 transformations au hasard sur le point courant. Et on voit dessiner progressivement quelque chose qui ressemble au pentagone. Alors, la première remarque, c'est qu'en faisant ça, on sait, et ça c'est très facile à voir, que tous les points qu'on va dessiner, si on est parti de l'ensemble autosimilaire, tous les points feront partie de l'ensemble autosimilaire. On va rester dedans, c'est certain. Maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on fait pour aller visiter successivement toutes les parties, ou enfin la plupart des parties de l'ensemble autosimilaire. Et c'est ça qui fait qu'à l'œil, vous voyez apparaître l'ensemble autosimilaire que vous cherchiez. Donc là, si on patiente un petit peu, vous allez voir apparaître, pareil, une reproduction de la fractale de Dürer qui est assez fiable, assez correcte, on va dire. Encore une fois, je me suis arrêté à 10 000 points, mais si vous en mettez davantage, vous avez quelque chose qui, à l'œil, vous rend la fractale indiscernable avec la fractale construite avec, par exemple, le procédé de la diapositive précédente. Alors, j'aimerais conclure en vous expliquant, en quelques mots, pourquoi est-ce que ce qu'on est en train de regarder fonctionne.
Alors pour ça, je vais revenir sur l'exemple du triangle Sierpinski. Et je vais faire la remarque suivante. Donc là, je voudrais quand même préciser ça. Le but, c'est de vous expliquer que si je me donne un point du triangle Sierpinski, n'importe lequel, alors ma suite, la suite que j'ai définie par l'algorithme précédent, va aller visiter, alors pas forcément le point lui-même, mais en tout cas un voisinage proche de ce point, de manière certaine, ou de manière, on va dire, avec probabilité 1, parce que c'est ça le résultat à la fin. Avec probabilité 1, on va aller visiter un voisinage de ce point rouge sans attendre trop longtemps. Alors, tout ça est très vague, mais je vais vous donner des choses un petit peu plus précises par la suite. La première remarque, c'est que si vous vous donnez un point du triangle de Sierpinski, eh bien, vous pouvez lui donner ce qu'on appelle une adresse, expliquer dans le triangle où il se situe. Alors faisons-le à l'œil, en se souvenant que le triangle de Sierpinski est formé de 3 plus petites versions de lui-même, une ici et une ici. Et on va commencer par chercher dans laquelle de ces versions le point rouge se situe. Le point rouge se situe dans la deuxième. Donc je vais commencer son adresse par 2. Ensuite, je vais faire à nouveau, dans ce petit triangle, je peux le diviser en 3 plus petits triangles, et je vais chercher dans lequel de ces triangles le point rouge appartient. En l'occurrence, c'est celui qui correspond à la transformation 1, et donc je cherche à préciser mon adresse, l'adresse de mon point rouge, je vais dire que c'est 1. Ensuite, je vais me placer dans ce triangle rouge, qui est lui-même divisé en 3 triangles. Ça me donne finalement, je sais que je suis dans le plus petit triangle qui correspond à la 3e transformation, puis je continue, encore la 3e transformation, puis dans ce petit triangle rouge, à la 1re transformation. Et à ce stade, on est assez proche, on va dire, du point rouge. De toute façon, on n'arriverait plus à voir ce qui se passe. D'accord ? Donc, vous voyez, si on a fait dans la suite, si on a choisi cette suite de transformations, alors c'est un petit peu subtil de le voir, mais en fait, il faut la prendre à l'envers. Si vous avez choisi cette suite de transformations, en partant de n'importe quel point courant, vous êtes sûr de tomber dans le petit triangle qui est dessiné là. Ça veut dire, dans l'algorithme probabiliste, à chaque fois, vous choisissez soit 1, soit 2, soit 3. Si vous avez fait 1, puis 3, puis 3, puis 1, puis 2, quel que soit le point de départ, vous êtes sûr de tomber dans ce petit triangle. Donc la question revient à se demander, si vous voulez bien approcher ce point, est-ce que cette suite, avec probabilité 1, vous allez la faire ? Et la réponse est oui. Alors juste précisons ce que je viens de vous dire. Si on part donc de n'importe quel point et qu'on tire successivement la suite de transformation qui correspond à la suite inverse, eh bien, vous voyez, je lui applique 1, je me retrouve ici. Ensuite, je lui applique 3, je me retrouve ici. Je lui applique 3, je me retrouve ici. Je lui applique 1, je me retrouve ici. Et ensuite, pour finir, 2, et je me retrouve dans ce petit triangle qui est, comme je vous avais promis, le triangle dans lequel apparaît le point rouge. Et donc, finalement, la distance entre le point bleu et le point rouge c'est la taille du triangle, c'est 1 sur 32, si le côté du triangle équilatéral est 1. Donc c'est 32 fois plus petit que la distance que vous voyez là. Donc si vous avez fait cette suite de 5 transformations, vous êtes sûr que votre point courant atterrit à, si ça c'est 1 cm, à 1 sur 32 cm de votre point courant, du point que vous cherchiez. Donc toute la question est maintenant, est-ce que toutes ces suites-là, on finit par les faire ? Alors ça c'est un problème en probabilité assez connu, que pour l'instant vous n'avez pas encore rencontré, mais il se trouve qu'on peut démontrer que c'est vrai. Chaque suite finie de transformation finit par être exécutée par l'algorithme. On finit de toute façon par faire n'importe quelle suite, avec probabilité 1. J'aurais dû le préciser, oui je l'ai écrit, avec probabilité 1. Alors, c'est un problème que quelquefois on décrit en imaginant un singe qui tape sur un clavier, complètement au hasard, il tape sur les touches, et en fait, on peut démontrer que pour n'importe quelle suite de caractères, le singe finira par les taper sur le clavier. C'est-à-dire, il finira par taper, par exemple, le texte entier de cet exposé. Alors, je vous avoue qu'il faudra attendre un petit moment quand même, mais avec probabilité 1, ça arrivera. Bon, là, en l'occurrence, ce qu'on attend, c'est des suites beaucoup plus petites. Vous voyez, avec déjà une suite de taille 5, on arrive déjà à approcher très bien un point, le point rouge que je vous avais montré. Donc, on a des raisons de penser que ça va arriver assez vite. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Donc, on peut démontrer cette chose-là. Évidemment, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est amusant de voir que la réussite de cet algorithme est complètement
c'est le même résultat que celui qui dit qu'un singe finira par écrire n'importe quelle suite de caractères si on le laisse taper au hasard sur un clavier. Voilà, je vais conclure ici juste en vous montrant quelques images d'autres fractales. Je n'ai évidemment pas pu vous parler de tous les types de fractales, je me suis concentré sur les ensembles qui sont autosimilaires, mais on trouve des géométries fractales dans un nombre absolument considérable d'applications. Et bon, en particulier, ce dont je n'ai pas pu parler, c'est parce que c'est un autre exposé, une autre conférence en soi. Je n'ai pas pu parler d'ensemble. Vous avez probablement rencontré peut-être déjà ce genre de géométrie. C'est l'ensemble de Mandelbrot, qui est obtenu avec, cette fois-ci avec l'aspect plutôt système dynamique, on va dire. Donc l'ensemble de Julia. Alors ces deux-là sont très liés. Je ne rentre évidemment pas dans les détails. Mais si je devais donner d'autres exemples où émergent des fractales, eh bien, il y en a. Par exemple, vous avez peut-être vu ce genre de courbe apparaître quelque part. Ce que vous regardez là, c'est les courbes de la bourse. En fait, les courbes de la bourse, si vous regardez ces courbes-là, elles ont des propriétés fractales. C'est-à-dire que si je zoome sur une partie de ce cours, je vais trouver des fluctuations qui ressemblent beaucoup aux fluctuations que je vois sur la courbe totale. Et ça, c'est très intéressant en soi. Et ça, déjà, par exemple, ça demande, si jamais vous voulez simuler des courbes de la bourse, de savoir simuler des courbes fractales. Et pour simuler ce genre de choses, on utilise des ensembles autosimilaires, des courbes autosimilaires au sens qu'on vient de voir ensemble. J'aurais pu aussi vous parler de synthèse de paysages, par exemple. Si vous voulez fabriquer une montagne, c'est quelque chose qui va avoir une structure, qui va être un petit peu autosimilaire. Si vous regardez une petite partie d'une montagne et que vous la voyez en photo, vous aurez quelquefois du mal à vous dire est-ce que c'est une très grosse montagne, est-ce que c'est une petite? Et pour cause, une petite partie d'une montagne, c'est assez semblable à la montagne en général. Et donc c'est intéressant de se dire que si vous voulez fabriquer en image de synthèse une montagne, eh bien vous allez avoir envie de faire quelque chose d'autosimilaire et de vous-même imaginer les similitudes qui peuvent correspondre à faire quelque chose qui ressemble à une montagne. Donc j'aurais pu vous parler de ça. Et la dernière chose, un domaine très important dans lequel émergent les fractales, c'est, alors je vais encore vous parler de système dynamique sans vous expliquer ce que c'est dommage, mais on n'a pas beaucoup de temps, c'est la théorie du chaos. Il se trouve que quand vous regardez des systèmes du type, si vous voulez par exemple faire des études de dynamique des populations, savoir si on fait une modélisation d'une population et on se demande si cette population va survivre ou pas, et on fait une modélisation, on regarde ça, avec un modèle très très simple, là c'est ce que vous êtes en train de regarder en fait, eh bien on voit apparaître très vite des structures, des comportements qui sont chaotiques. Alors, ces choses-là viennent, pareil, chaotique, c'est un peu comme fractal, il n'y a pas tellement de définition, mais on peut comprendre ça en se disant que c'est des systèmes qui sont hautement dépendants des conditions initiales. C'est-à-dire que si vous changez un tout petit peu la condition initiale du système que vous êtes en train de regarder, il pourra se passer à peu près n'importe quoi. Ça devient complètement imprévisible. Et quand on est dans ce cadre-là, qu'on arrive à une situation de chaos, au sens mathématique du terme, eh bien des fractales émergent. Par exemple, si c'est le cas ici, le chaos apparaît à partir de cette valeur-là. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails, mais si vous regardez l'intersection, disons l'intersection de l'image que vous voyez avec une droite verticale, vous allez tomber sur des ensembles qui sont fractales, qui ont des propriétés fractales. Bon, j'en dis pas plus, et je vous remercie de votre attention.